Suivre le cours du Colorado, c'est d'abord découvrir des paysages à couper le souffle. Des paysages d'une rare beauté, d'une grande diversité. L'Amérique en cinémascope. Depuis des années, le Far West nourrit notre imaginaire. Mais comment ne pas se laisser séduire par le Grand Canyon et ses labyrinthes sculptés pendant des millénaires par la furie d'un fleuve qui, dans sa course, ne connaissait aucune limite. Seuls ces barrages impressionnants ont permis de canaliser ses colères. Suivre le cours du Colorado, c'est aussi raconter la conquête de ces terres sauvages, de ces grands espaces, de cet Éden qui a attiré quelques milliers de pionniers venus de toute l'Europe. Aujourd'hui, leurs héritiers perpétuent le mythe américain. Sans les eaux du fleuve, des villes comme Las Vegas, Los Angeles, San Diego ou Phoenix ne seraient jamais devenues des mégalopoles. Aujourd'hui, 27 millions d'Américains dépendent directement de ces eaux. Depuis 1922, 7 États américains se partagent le fleuve. Wyoming, Colorado, Utah, Arizona, Nevada, Californie, Nouveau-Mexique et le Mexique, en bout de course, lui ne récupère que des miettes. Dès 2002, tout bascule. Année après année, les périodes de sécheresse deviennent plus intenses. Conséquence, le Colorado perd un tiers de son débit. L'Ouest américain pourrait bientôt n'être plus qu'un mirage, car les prévisions climatiques ne sont guère optimistes. 85% des eaux du Colorado sont utilisées pour l'agriculture. Toutes les grandes villes se sont développées avec seulement les 15% restants. Et cette répartition n'a jamais changé. J'ai très peur que si l'on pompe l'eau de notre vallée, à terme, cela risque de ressembler un peu partout à ça. Nous ne sommes pas propriétaires de l'eau qui coule dans ces terres. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus? Vous nous avez déjà tout pris. Je suis le descendant d'un Cherokee et d'un Irlandais. Je voudrais savoir au nom de qui vous parlez. Nous sommes au cœur du massif des Rocheuses. C'est ici que le Colorado prend sa source et c'est là que les problèmes commencent. Dès ces montagnes, le climat affecte déjà le cours du Colorado. Comment? Nous allons suivre les pas d'un glaciologue. Tom Painter est l'un des premiers scientifiques à avoir tiré la sonnette d'alarme. Accompagné de Maura, une ancienne ranger, il sillonne de haut en bas, été comme hiver, les pentes enneigées des Rocheuses. Mais avant de se rendre au sommet de la montagne, il nous entraîne ici, à Canyon Creek. Donc voilà, ça c'est de la neige. Ça, c'est de la neige transformée. C'est avec ça que le fleuve du Colorado est alimenté. Êtes-vous inquiet pour le fleuve Colorado? Oh oui. Déjà que le Colorado est surdistribué. Du coup, avec les changements climatiques dans les 40 prochaines années, nos projections montrent que nous allons avoir une chute de 10 à 20% du début du fleuve. Plus de 27 millions de personnes dépendent du Colorado. C'est beaucoup. Oui, ça fait beaucoup de monde. Vous savez, les infrastructures ont été construites pour une population qui, à l'époque, était beaucoup moins importante. Aujourd'hui, dans l'Ouest américain, elle a beaucoup augmenté. Et cela devrait continuer. Donc, entre la demande en eau et la chute du débit, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes. Il y a quelques années, Tom Painter a découvert un nouveau phénomène, pour le moins inquiétant. Des poussières à peine visibles
viennent accélérer la baisse du niveau du fleuve. L'une des raisons pour lesquelles nous n'avons que très récemment compris l'impact de la poussière et du carbone sur la neige et sur l'eau, c'est qu'en regardant ce paysage, vous voyez des contrastes saisissants. Vous avez le vert de la végétation, le marron, le rouge de la pierre et du sol. Cela contraste avec la neige qui apparaît blanche. Elle semble simplement blanche. Alors que si vous y regardez de plus près, vous remarquez qu'elle a une teinte marron, une teinte plus foncée, peut-être même une teinte rouge. Et dès que vous voyez cette décoloration, cela veut dire que la neige absorbe plus la lumière du soleil, qu'elle se réchauffe plus rapidement et donc qu'elle fond plus vite. Ces particules se propagent encore plus rapidement sur tout le massif des Rocheuses. Elles accélèrent la fonte des neiges. À cause de la baisse ces dernières années du niveau des pluies, le phénomène est devenu plus inquiétant. Il y a donc moins d'eau pour approvisionner les fermes et les grandes villes de l'Ouest américain. Un drame, le fleuve est l'une des rares ressources en eau potable de toute la région. Ce jour-là, Tom Painter et son équipe partent au sommet du San Juan. Il est à 4300 mètres d'altitude. Ils doivent effectuer de nouveaux prélèvements, prendre le pouls de la neige. Saison après saison, les glaciers ne résistent pas à la chaleur et aux poussières. La majorité d'entre eux ont disparu. Avant d'atteindre la station de recherche située plus haut, l'équipe s'arrête à mi-chemin. Laboratoire à ciel ouvert, où la poussière est ici omniprésente. La grande majorité de cette poussière provient des déserts de l'Ouest américain, du plateau du Colorado à quelques centaines de kilomètres à l'ouest d'ici. Tout d'abord, il y a le processus en soi. Plus foncé, il absorbe les rayons solaires et transfère cette énergie dans la neige. Cette neige est réchauffée prématurément. Conséquence, les poussières fondent plus rapidement. Et en fait, sur ce site, nous savons grâce à nos travaux que la masse neigeuse fond de 25 à 50 jours plus tôt, soit 1 à 2 mois avant la fonte normale. Cette neige va d'abord dans les rapides, ensuite elle rejoint le fleuve, et enfin elle alimente les lacs de retenue. Plus elle descend vite des montagnes, et plus c'est difficile de la gérer. Alors vous imaginez, la moindre erreur dans la libération ou la rétention de cette eau entraîne une plus grande complication dans la gestion du débit. Par conséquent, cela entraîne une perte d'eau d'à peu près 5% du flux total de la rivière. Comment éviter cette perte sèche? Comment empêcher ou freiner cette fonte de la neige? L'équipe de Tom Painter déploie des moyens considérables pour ausculter la neige et les poussières qui la rongent. Go. Done. Okay, ready to take 10? Ready to what? Okay. Go. Done. Go. Done. C'est la 3e fois cette année que ces étudiantes prennent ce type de mesures. Ici et ailleurs dans la montagne. La poussière se dépose partout sur le manteau neigeux. Tous ces éléments seront répertoriés et seront ensuite analysés en laboratoire. Mais le dispositif mis en place par le glaciologue est encore plus important. Vous êtes fatigué? Ah non. Très excité au contraire. Ici, Tom Painter a un rendez-vous un peu spécial. Là, je cherche notre avion, un MAS ER2, un ancien avion espion qui a été transformé et qui réalise désormais des recherches pour nous. Regarde, le voilà. Il est juste au-dessus de nous. Ah oui, il est là. À bord, il y a ce qu'on appelle un appareil d'imagerie spectrale. C'est un instrument très sophistiqué qui décompose la lumière en différentes couleurs, celles que l'on peut voir et l'invisible. L'information que cet appareil permet de récupérer est très précieuse, car elle livre des données sur l'accélération de la fonte des neiges, sur l'énergie solaire supplémentaire qui est absorbée par le tas de neige, et enfin, la rapidité à laquelle la couverture neigeuse pourrait fondre.
Un avion espion pour améliorer l'étude de ces poussières et de ses conséquences. Ce phénomène n'est pas propre au Colorado. Tom Painter escalade les montagnes du monde entier. Partout le même constat, les poussières peuvent avoir des effets dramatiques sur presque tous les fleuves de la planète. Il y a 2 mois, j'avais une réunion au Vatican. J'y ai présenté les résultats de mes analyses sur cette poussière. Des résultats sur les études que j'ai menées au Colorado, mais aussi dans l'Himalaya, en Chine et dans d'autres chaînes montagneuses. On commence tout juste à réaliser que ces poussières qui s'accumulent sur la neige peuvent avoir de graves impacts sur les neiges, les glaces des montagnes et surtout sur les ressources en eau. C'est vrai au Colorado, dans l'ouest des États-Unis, mais aussi dans l'Himalaya. En fait, partout où il y a des montagnes, de la neige et de la glace. C'est aujourd'hui une réalité. À ce rythme, pour Tom Painter, ces poussières pourraient faire chuter jusqu'à 20% le débit du Colorado, et ce avant 2040. Mais d'où viennent ces grains de sable qui perturbent le cours du fleuve? Comment les empêcher de nuire? Nous quittons le massif des Rocheuses. Arrivé en Arizona, le fleuve Colorado offre un tout autre paysage. Nous sommes sur le territoire des Indiens Navajo. À perte de vue, le désert. Les poussières qui se déposent sur la neige à plus de 300 km au nord proviennent de cette région. Margaret Isa est géologue. Son univers quotidien, ce sont ces immensités désertiques. C'est aussi son laboratoire. Quand le vent souffle ici, il emporte le sable qui se transforme en poussière dans les Rocheuses. Très loin d'ici? Loin, très loin d'ici. Et les conséquences sont déjà dramatiques? Les conséquences sont déjà dramatiques. Ici, les tempêtes de sable sont quasi quotidiennes. Cette région est l'une des plus arides du pays. Mais comment empêcher ce sable de s'envoler vers les Rocheuses? Margaret ne dispose d'aucune solution miracle. Elle tente juste de mieux cerner le phénomène. Ici, c'est une station où nous essayons de nous faire une idée de la quantité de sable qui est transportée quand il y a de fortes chaleurs ou alors quand il y a de violentes inondations. Des inondations ici, difficiles à imaginer. Mais c'est l'une des conséquences des bouleversements du climat. Des pluies diluviennes, une fois par an environ, l'espace d'1 heure ou 2. Ça, c'est le collecteur numéro 8. Il nous donne la mesure de la quantité de sable qui se déplace sur le sol à certaines conditions météo. Nous recueillons ce sable régulièrement. Ensuite, nous comparons les quantités obtenues en fonction de la vitesse du vent et des précipitations. Pour la pluie et le vent, nous disposons de ces 2 appareils. Margaret ne fait pas qu'observer. Elle essaie d'importer des solutions qui sont testées ailleurs dans le monde pour freiner ce phénomène. Ici, il s'agit d'une technique utilisée dans le désert de Gobi, en Mongolie. Cette bande blanche, qui est là-bas, fait partie du matériel qui nous a été envoyé par un chercheur qui travaille aussi sur la stabilisation des dunes de sable dans le désert de son pays. Cette bande de plastique, nous l'avons installée pour une démonstration à un groupe de lycéens. Nous l'avons plantée sur cette dune de sable, sur la crête. C'était le jour de la Terre. Il y a 6 semaines, elle était sur cette crête là-bas et maintenant c'est ici. Cela signifie que cette dune a bougé, je dirais, d'à peu près 30 mètres en seulement 6 semaines. Preuve que le vent est très violent ici. Oui. Notre station a enregistré des vents à près de 100 km/h avec des poussières qui, elles, se déplaçaient à 150. Ça veut dire que dans 5 ou 6 heures, ce sera dans les Rocheuses? Pas le sable seulement, mais aussi le limon contenu dans le sable qui pourra, lui, atteindre les Rocheuses.
C'est dans ce limon que l'on trouve les nutriments pour que les plantes poussent. C'est ça qui va se retrouver dans les Rocheuses. Nous sommes à Big Gambler, sur le territoire des Indiens. Margaret Isa est métisse. Elle est indienne par sa mère. D'où son implication dans cette guerre contre l'ensablement. Une avancée qui, comme ici, isole des familles entières. Une désertification à l'abri des regards. Bonjour, je ne pensais pas qu'il y aurait quelqu'un ce matin. Bonjour. En fait, je venais voir les dunes de sable. Elles ont bien bougé depuis la dernière visite. Au moins 30 mètres. Vous êtes inquiet? Comment? Vous êtes inquiet de l'avancée des dunes? Ouais. En 2005, quand je suis venue ici la première fois, j'étais passée par ce chemin juste devant. Maintenant, c'est impossible. Oui, il y avait une route. Oui, c'est la route que j'avais empruntée à l'époque. Il y a un moulin à vent ici, l'eau était abondante, maintenant il n'y a plus d'eau. Ça, c'est une cabane? Oui, c'est ça. C'est la porte d'entrée. Et ça, c'est le haut de la porte, le toit. Le bas de la porte est probablement à 3 mètres en dessous de nos pieds. Oui. On ne peut plus l'utiliser. Enfin, pas avant plusieurs semaines. Si jamais le sable se dégage et part plus loin. Deux familles s'accrochent à ce bout de terre. Comme tous les Indiens Navajo, elles vivent ici, car elles ont été chassées de leur maison dans les années 80 par le gouvernement américain. Un gouvernement qui a parqué la plupart des Indiens dans des réserves. C'est si mignon. Vous devez voir ça aussi. C'est génial. Voilà la maison ensevelie. À cause de ces dunes, vous ne pensez pas qu'un jour vous allez devoir vous en aller? J'espère que non. Mais vous n'avez pas peur? Non, je n'ai pas peur. Yeah, so I've been taking pictures, going out there and taking pictures. Quand le vent souffle, vous ne pouvez absolument rien voir dehors. Croyez-moi, il n'y a rien de pire quand il y a une tempête de sable. C'est terrible. On ne voit rien. Après 11 années de grande sécheresse, l'eau est de plus en plus difficile à trouver. De nombreuses sources se sont taries. Ici et ailleurs, dans l'ensemble de la réserve Navarro de l'État d'Arizona, près de 250 000 personnes n'ont pas l'eau courante. Nous sommes pourtant aux États-Unis. Ces Indiens parcourent des dizaines de kilomètres pour remplir leur fût ou leur bidon. C'est compliqué de trouver de l'eau potable. D'où nous venons, oui. Ce puits est en service depuis quelques années. Et à mon avis, c'est seulement pour quelques mois encore. Et vous comptez aller où après? Sûrement ailleurs, là où il y a d'autres puits. C'est loin? Oui, c'est loin. Ici, pour l'eau, il y a souvent des bagarres entre les locaux et les autres. Ces Indiens des autres réserves qui viennent ici pour chercher de l'eau potable. Ici, on les chasse et on leur dit « Mais pourquoi vous venez chercher votre eau chez nous? C'est à nous, c'est notre territoire. » Souvent, ces étrangers sont chassés ou alors arrêtés. Et ça, juste à cause de cette eau. De vives tensions, alors qu'à proximité de la réserve, il y a l'un des plus grands lacs artificiels au monde. À quelques kilomètres seulement de la réserve, le gouvernement américain a construit un barrage pour y retenir les eaux du Colorado. C'est le lac Powell, créé grâce à ce mur de béton. Glen Canyon, une prouesse technologique, un chantier titanesque. Réalisé en 1965, il a fallu 17 ans pour remplir ce réservoir d'eau douce. Des milliers d'hectares de terres inondées. À cheval sur deux États, l'Utah et l'Arizona, nous sommes là sur le territoire historique des Navajos. Les Indiens qui, chassés de leur territoire, se trouvent exclus du partage de ces eaux. Du coup, ils ont dû changer leur mode de vie.
Aujourd'hui, il est rare par exemple de croiser dans la réserve ce type de troupeau. Il ne reste que quelques troupeaux ici, ce qui n'est pas si fréquent dans la réserve. On n'en voit plus beaucoup. Je ne pense pas que ce troupeau sera là encore longtemps. Je dis ça entre autres parce que l'eau diminue et aussi parce que l'herbe ne pousse plus. C'est déjà arrivé dans d'autres régions sèches, comme celle-ci. Le pâturage disparaît. Il n'y aura bientôt plus d'eau pour le bétail. Les éleveurs ne pourront plus gagner leur vie avec leurs bêtes. Car pour l'eau, il faudra aller la chercher plus loin. Et cela reviendra plus cher pour les nourrir. Oui, c'est triste. Bientôt, il n'y aura plus ce type de troupeau. Triste comme la vie de la majorité des Navajos de Tisto. Leur village est installé au pied de la colline du même nom. Virgile est un vétéran de la guerre du Vietnam, 6 ans dans l'armée américaine. Ancien éleveur de bétail, il n'a aujourd'hui qu'une demi-douzaine de chevaux et quelques chèvres. Il a surtout la nostalgie du passé. Regardez maintenant, c'est complètement asséché. Avant, ici, il y avait un lac qui s'étendait de cette petite montagne là-bas jusque là-haut. Là où vous voyez les arbres, c'était ça la taille du lac. Il faisait plus d'1,5 kilomètre de diamètre. Nous avons tous grandi ici, dans cet environnement. Moi aussi, j'ai grandi là. Comme ses ancêtres, Virgile est un medicine man, une sorte de chaman, un homme qui a le pouvoir d'organiser des cérémonies rituelles. Les croyances des Navajos sont fondées sur le culte de la nature et de l'harmonie. Avec les dernières sécheresses, le lac et une dizaine de sources d'eau ont également disparu. Virgile nous emmène là où se trouvait l'un des lieux les plus sacrés de sa tribu. Là où il y avait une cascade. C'est ici que nous faisions nos offrandes. Les guérisseurs venaient ici et pratiquaient leurs rituels. Ils prenaient l'eau, ils l'offraient, et ensuite, il pleuvait des trompes d'eau juste là. Maintenant, il ne se passe plus rien. Mes aïeux faisaient toujours des offrandes pour qu'il pleuve. En fait, c'est ici qu'ils invoquaient la pluie. Et ça ne marche plus aujourd'hui. Eh non. Mais je vous le répète, tout cet endroit était rempli d'eau. Et là, c'est sec. En fait, les anciens, nos ancêtres, étaient des guérisseurs. Et tous nous racontaient leurs histoires, des petits miracles. Car après leurs offrandes, dès qu'ils redescendaient vers la vallée, il commençait à pleuvoir. Le drame, c'est que beaucoup des nôtres ont dû quitter leur terre. Ce départ forcé leur a brisé le cœur. Peut-être que la montagne et la terre ressentent la même chose. Vous savez, comme il n'y a plus d'offrandes, il n'y a plus de vœux, ni de prières, ni de chants. Elles sont peut-être là, les raisons. Je ne suis pas franchement optimiste. Tant qu'on ne pourra pas lutter contre les effets des changements climatiques, je ne crois pas que l'eau reviendra couler ici. Pour Margaret Isa aussi, les bouleversements climatiques ne sont pas les seuls responsables de cette situation. Si certaines communautés Navajos se retrouvent dans cette impasse, c'est d'abord parce qu'elles ont été chassées de leurs terres. De ces territoires mythiques où l'on trouve des sites aussi exceptionnels que Monument Valley ou le Grand Canyon. Des lieux surtout où les eaux du Colorado se faufilent entre les falaises. Cette eau du lac Powell qui échappe aux Indiens. Et le pire est à venir. Ces flancs de canyon d'une grande beauté ne peuvent cacher la réalité. Il suffit de regarder cette bande blanche. Les Navajos l'appellent la ligne de la baignoire. Il s'agit de marques laissées par l'eau avant les grandes sécheresses des années 2000. Sécheresses
qui à l'avenir vont s'accentuer selon les prévisions des experts climatiques. En conséquence, pour les Indiens, il sera encore plus difficile de reprendre leurs droits sur cette eau. C'est pourtant la seule solution qui pourrait leur permettre de vivre plus dignement. Nous quittons l'Arizona pour le Nouveau-Mexique. Ici, une autre communauté Navajo a décidé, elle, de se battre et de reconquérir l'eau de ses ancêtres. Le combat a commencé il y a plus de 25 ans. Le projet consiste à acheminer sur près de 100 km l'eau d'un lac artificiel jusqu'aux 2 grandes réserves indiennes. Mais les opposants sont nombreux. Stanley Pollack et sa collaboratrice parcourent la région pour plaider la cause des Navajos auprès des fermiers qui disposent d'immenses droits sur cette eau. Ce soir, nous allons utiliser ce type de carte pour expliquer aux fermiers la réalité de notre projet. Notre projet prévoit d'approvisionner en eau potable les Indiens Navajos. L'idée, c'est d'acheminer l'eau du réservoir grâce à un pipeline pour permettre aux différentes communautés Navajos d'avoir de l'eau potable ici, à l'est de la réserve. L'autre branche sera construite à l'ouest. Le pipeline ira jusqu'à la ville de Gallup. Un projet d'envergure qui devrait coûter plusieurs dizaines de millions d'euros. L'eau potable est nécessaire, non seulement pour que les gens puissent la boire, pour qu'ils vivent mieux, mais elle va aussi servir à créer une véritable économie pour permettre aux Navajos de rester. Notre mission est de protéger les droits des Navajos. Mais nous devons expliquer à la population pourquoi nous défendons ce projet et pourquoi il est positif pour tout le monde. À chaque fois, Stanley Pollack fait ça le comble. Ici, à Bloomfield, il tente de convaincre des centaines de fermiers que ce pipeline ne va pas menacer leur avenir, qu'ils pourront toujours irriguer leurs champs avec les eaux du Colorado. Mais les tensions demeurent. Des discussions et des tensions qui ne peuvent que retarder la construction de ce pipeline. Nous ne sommes pas d'accord avec tous les arguments qui sont avancés ici. C'est pour ça que nous aurons notre réunion juste après celle-ci. Restez après et je vous donnerai l'autre version de l'histoire. Merci. Vos ancêtres qui sont venus d'Europe ont pris la majorité des terres ici. En 2000, seulement 1% de ce territoire appartenait aux Indiens. Mais la plupart de ces terres sont utilisées par le gouvernement. Nous n'avons plus aucune terre. Nous ne sommes pas propriétaires de l'eau qui coule dans ces terres. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de plus? Vous nous avez déjà tout pris. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je suis le descendant d'un Cherokee et d'un Irlandais. Je voudrais savoir au nom de qui vous parlez. Tous ces projets sont financés par l'argent public des États-Unis. Nous, qu'est-ce qu'on gagne? Eux, ils ont tout à gagner. Nous, tout à perdre. Quel intérêt? Des mois, des années peut-être seront nécessaires avant que les Indiens du Nouveau-Mexique puissent profiter eux aussi de cette ressource en eau. Des fermiers qui s'accrochent à leurs privilèges, des Indiens qui se battent pour survivre. À l'avenir, ce type de confrontation risque de se multiplier. Ce débat ne concernera alors plus seulement les Indiens. Autour du fleuve, la population ne cesse d'augmenter alors que le débit du Colorado diminue. L'enjeu est considérable. Pour mieux s'en rendre compte, il suffit de suivre le cours du fleuve. Nous voici dans l'état du Nevada. Bienvenue au lac Mead. Ici, comme au lac Powell, le réservoir est un témoin des changements climatiques. En novembre 2010, la ligne de la baignoire a atteint son niveau le plus bas, niveau critique.
Un drame quand on sait que le barrage construit en amont était une promesse d'avenir. Inauguré en 1936, ce monstre de technologie a d'abord permis de canaliser les eaux du fleuve. Il a surtout aidé au développement économique du Nevada, de l'Arizona et de la Californie. 380 mètres de long, 220 mètres de haut, tous les superlatifs ont été utilisés pour le décrire. Un barrage qui produit également de l'électricité. Rien que les recettes liées à cette énergie montrent que ce barrage est une réussite. Sans lui, des villes comme Los Angeles, San Diego, Phoenix et Las Vegas n'existeraient pas. À elle seule, Sin City, la ville du péché, génère 70% des recettes de l'État du Nevada. Casino géant, palace, magasin haut de gamme, Las Vegas attire près de 40 millions de visiteurs chaque année. Mais la dernière crise économique a mis un coup d'arrêt à l'explosion démographique de cette mégalopole de plus de 2 millions d'habitants. Bien qu'elle soit rare, ici, l'eau est un spectacle. Pourtant, à côté des grands casinos, de nouveaux projets émergent toujours du désert. Comme si les promoteurs continuaient de vivre dans le mythe de l'eau éternelle. Une eau qui, comme ici, déborde en cascade. Lance est journaliste. Face aux excès de la ville, il s'est spécialisé dans le secteur de l'environnement. À longueur de page, il dénonce les gaspillages. Pour lui, le plus scandaleux reste celui-ci, le lac Vegas. C'est une ville complètement déserte. La plupart de ces maisons sont vides. Il y a des yachts qui ne partent jamais nulle part, des restaurants, des casinos, des hôtels qui sont fermés. L'eau est potable ici? Eh bien moi, je la boirais pas, parce qu'elle est polluée. Pourtant, elle vient directement de notre réserve d'eau potable, qui, elle, est alimentée par le fleuve Colorado. Cette eau est destinée aux habitants de Las Vegas, mais ici, elle profite à quelques privilégiés. Et le pire, c'est que l'été, l'eau s'évapore très vite. Moi, je vous pose la question. Avons-nous une crise de l'eau, ou bien est-ce une crise liée à l'abus et au gaspillage? Ici, c'est juste un lac pour que les riches s'amusent. Ici, on va vite le comprendre, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Bonjour. Vous savez que vous avez besoin d'une autorisation pour filmer ici? Nous sommes interpellés par la responsable du marketing et de la communication. Sans autorisation, impossible de filmer. Nous devons partir. À votre avis, pourquoi cette femme nous a-t-elle arrêtés? Je crois que c'est une situation très embarrassante. Tout ce gaspillage à une époque où les ressources en eau dans l'Ouest américain sont si limitées, je crois qu'ils réalisent que leur terrain de jeu, avec toute cette eau pour quelques riches nababs, n'est pas leur meilleure publicité. Cette oasis au cœur du désert n'est pas la seule de ce genre. Las Vegas, ville de tous les excès. Cette réputation n'est pas usurpée. Mais dans ce contexte de pénurie, n'y a-t-il personne pour interdire ces pratiques? Nous sommes allés voir la grande prêtresse de l'eau du Nevada. Pat Mulroy. Pressentie pour le poste de gouverneur de l'État, elle dirige depuis 21 ans la puissante société qui gère l'eau de Las Vegas. Elle est l'amie des puissants, des propriétaires de casinos, des autorités. Et pourtant... Ah, le lac Vegas. Oui, le lac Vegas. Nous avons vu comment les gens gaspillent l'eau. Oui, je sais. Juste de l'eau potable. Et votre réaction? Quand le lac était en construction, nous nous sommes battus corps et âme pour l'interdire.
Ça nous reste en travers de la gorge, car ce sont les parlementaires du Nevada qui l'ont autorisé. Nous avons tout fait pour l'interdire. Les parlementaires ont même voté l'interdiction des lacs artificiels. Mais sur les 3 projets de ce genre, nous n'avons rien pu faire, car ils ont tous été validés par nos élus. Impuissante face aux grandes familles de Las Vegas. Impuissante face à cette gabegie. Pat Mulroy ne baisse pas les bras pour autant. L'eau doit être rationnée. Pour elle, la ville ne peut plus vivre au-dessus de ses moyens. 4 fois par semaine, Steve traque la moindre fuite d'eau. Dans sa voiture, il dispose d'un ordinateur et d'un système qui, a priori, ouvre toutes les portes. L'effet de surprise est essentiel. C'est une résidence privée, il y en a beaucoup à Las Vegas. Ça veut dire que vous pouvez entrer où vous voulez, quand vous voulez. On peut, car on y a accès. Cette voiture est équipée d'une transmission radio qui est censée ouvrir cette porte. Mais quand elle ne marche pas, eh bien, on ne rentre pas. Après un quart d'heure d'attente, nous entrons finalement dans cette résidence où chaque villa dispose d'un carré de verdure. Des jardins artificiels qu'il faut arroser régulièrement. Un arrosage qui n'est permis qu'avant 11 h du matin. Ici, chaque habitant consomme en moyenne 1000 litres d'eau par jour, soit 4 fois plus qu'un Français. Dans cette chasse au gaspillage, la patrouille de l'eau de Las Vegas affiche quelques succès dont Steve est très fier. C'est l'une de vos réussites ici ? Oui, quand ils ont construit à l'époque, il y avait une cascade qui coulait à flot. Mais pendant la saison d'été, il y avait beaucoup d'évaporation. Ces cascades ont juste fait monter les prix des villas. Les propriétaires voulaient avoir des fontaines. Elles ont été réalisées bien avant les fortes sécheresses. L'eau est ainsi économisée. Steve veut nous montrer un autre projet dont il est fier. C'est un parcours de golf. Toute l'herbe plantée a été retirée pour laisser le désert reprendre sa place. C'est un véritable effort de préservation. Maintenant, l'herbe est juste là où il faut. Vous pensez que les gens sont plus conscients des effets des changements climatiques ? Nos télés locales en parlent plus. Ils expliquent les changements climatiques dans certaines régions, pourquoi nos températures varient. Les gens le ressentent. L'été, cette année, n'a commencé que cette semaine. C'est très tard pour ce type de température qui dépasse les 40 degrés. C'est devenu un vrai sujet de conversation. L'autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre ici, ce sont les casinos, tous accusés de dépenser l'eau sans compter. À tort. C'est de l'eau recyclée. Ils n'utilisent pas d'eau potable. Les casinos prennent l'eau ailleurs que dans les circuits traditionnels. Ils la dépolluent et ensuite ils peuvent l'utiliser pour leurs fontaines ou pour leurs spectacles aquatiques. C'est pas comme les fermiers. Je ne peux pas trop commenter. Je dirais qu'ils ont leurs propres besoins pour leurs céréales, par exemple. Mais c'est quand même 80% de l'eau du Colorado qu'ils utilisent. L'eau des fermiers, le sujet qui fâche. Pat Mulroy le sait, à terme, il n'y aura plus assez d'eau pour Las Vegas. Situation qui risque très vite de devenir tendue. Avec 400 000 habitants de plus, Las Vegas a diminué par 3 sa consommation d'eau. En fait, ce n'est pas que les gens ne veulent pas changer leurs habitudes. C'est surtout qu'ils doivent réapprendre à vivre avec un climat qu'ils ont choisi. Les changements climatiques ont tout bouleversé. Jusqu'en 1990, personne dans ce pays ne parlait de réchauffement climatique. Personne. Et nous étions encore moins au courant de l'assèchement du fleuve Colorado. Si je savais qu'il y a, ne serait-ce qu'une possibilité, que les eaux du lac Mead disparaissent devant mes yeux, alors dans ce cas, il est de ma responsabilité de trouver de l'eau ailleurs, même si personne n'emménage ici. De toute façon, nous avons déjà plus de 2 millions d'habitants. Pat Mulroy a une idée derrière la tête.
Elle veut prendre l'eau dans une vallée située à plus de 400 km de Las Vegas. Bienvenue à Baker, un village sans histoire, jusque-là. Mais Las Vegas lorgne cette vallée qui contient cet or bleu, si convoité. Ce jour-là, les habitants organisent une parade pour faire entendre leur voix et leurs droits. Cette eau de Snake Valley, les éleveurs locaux refusent de la partager. Dean Baker est leur porte-parole. Vous savez, nous ne faisons pas la guerre à Las Vegas. Nous sommes juste opposés à la construction de ce pipeline. La plupart des experts disent que si Las Vegas dépense des milliards de dollars pour le construire, ils vont finir par assécher nos terres. Il y aura des conséquences dramatiques pour l'environnement. Ces fermiers sont les descendants des pionniers qui ont conquis l'Ouest américain. Ils ne sont ici qu'une centaine de familles, mais tous, sans exception, rejettent le projet de pipeline qui transporterait l'eau de Baker jusqu'à Las Vegas. C'est à plus de 400 km d'ici. À 71 ans, Dean Baker ne se lasse jamais de regarder ses terres. De sa terrasse, il ne peut voir qu'une parcelle de son ranch. Pour en faire le tour, il nous propose de nous emmener en avion. Il en possède 2. Les 2 autres à l'intérieur du hangar appartiennent à ses fils, qui s'occupent aussi du ranch. Ce vieux Piper, c'est le moyen le plus efficace, selon lui, de comprendre les enjeux qui se jouent dans le bras de fer avec Las Vegas. Vue d'avion, la ressource en eau est bien visible. Les nappes phréatiques de la vallée regorgent d'eau. Une eau qui n'a rien à voir avec celle du fleuve Colorado. Nous, les fermiers, nous possédons environ 5000 hectares. Et pour le compte du gouvernement, nous gérons également quelques milliers d'hectares de terre que nous avons le droit d'exploiter. Nous avons donc une grande superficie. Pour Dean Baker, cette eau qui paraît si abondante, même en plein été, n'est malheureusement pas une ressource inépuisable. Avec 2000 têtes de bétail environ, il estime que l'eau dont il dispose est juste suffisante. D'où ce combat qu'il mène sans relâche. Vous passez beaucoup de temps à plaider votre cause aujourd'hui. Oh oui, j'y consacre des journées entières depuis plus de 20 ans. Je m'oppose à eux depuis qu'ils ont lancé ce projet de pipeline. Mais depuis 2006, leur pression est beaucoup plus forte. Alors je passe de plus en plus de temps pour les contrer. Que ce soit pour nous ou pour Las Vegas, ce pipeline est une mauvaise idée. Aujourd'hui, entre Las Vegas et les fermiers de Baker, c'est une bataille d'experts et d'avocats. Pour nous convaincre des conséquences prévisibles d'un tel projet, Dean Baker nous emmène sur un territoire qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Nous sommes ici sur la première propriété privée de la vallée. Et comme c'était la première, il y avait là un bel étang. Les fermiers avaient construit une maison avec de vieux clous et des fils usés. Mais progressivement, l'eau a disparu. Ce que vous voyez là, c'est exactement ce qui va se passer si on nous retire l'eau de la vallée. Il n'y aura plus aucune plante, juste un désert comme celui-ci, que de la poussière. Nous disposons d'une énorme réserve d'eau, mais le sud du Nevada a déjà prouvé ailleurs ce qu'il était capable de faire ici. Avec son projet, on ne pourra plus avoir une seule ferme. Dean Baker ne se bat pas pour lui, mais pour ses enfants qui ont repris l'exploitation. Une ferme héritée du grand-père qui avait quitté l'Europe au début du XXe siècle pour cet Eldorado. Sans eau, rien n'aurait été possible. Sans eau, c'est aussi, dit-il, signer la fin du mythe américain. Certains voient toute cette eau en pensant qu'il y en a beaucoup dans le désert. Ils pensent qu'il s'agit d'un surplus et qu'il n'y a qu'à l'utiliser.
Mais cette eau remplit les aquifères et nous la réutilisons dans la vallée. L'eau est stockée pendant les bonnes années pour les saisons plus sèches. Ces gens-là ne regardent que les bonnes années. Ils pensent que le surplus va être gaspillé. Mais en fait, l'eau est une réserve au cas où. Et si vous n'avez pas ces stocks, les réserves vont diminuer jusqu'à un niveau critique. Vous allez me dire que l'on va détruire la raison de vivre des éleveurs de Baker. C'est n'importe quoi. Cela n'arrivera pas. Nous n'en voulons qu'une partie. Il est hors de question de prendre toute l'eau de la vallée. 85% des eaux du Colorado sont utilisées pour l'agriculture. Toutes les grandes villes se sont développées avec seulement les 15% restants. Et cette répartition n'a jamais changé. Mais comment, dans ces conditions, les fermiers peuvent-ils encore disposer de tant d'eau alors que les autres consommateurs sont toujours plus nombreux? En 2040, tout au long des rives du Colorado, ce sont plus de 40 millions de personnes qui dépendront directement du fleuve. Le fleuve, dont le débit en fin de parcours est tellement faible qu'il arrive à peine jusqu'à l'embouchure. L'eau est pompée avant, car avant d'atteindre le Mexique, elle s'échappe vers la Californie, vers la vallée impériale que nous survolons ici. 2300 km de canaux permettent d'irriguer cette vallée et de produire fruits et légumes. Ralph Tam est l'un de ces riches paysans de la vallée. Un de ces enfants de pionniers qui ont signé avec le Colorado une concession à vie. Mon grand-père est venu en 1920. Ma grand-mère est arrivée l'année suivante. C'étaient des pionniers à l'époque. Ils ont quitté leur maison en Europe. Et ici, il n'y avait aucune civilisation. Que du désert, pas de troupeaux, pas de maïs, pas de ville, rien. Ils sont venus pour être fermiers et ils sont restés. Des champs à perte de vue. Cette vallée produit à elle seule 80% des fruits et légumes consommés aux États-Unis pendant l'hiver. Jusqu'en 2010, la région se vantait même d'être la capitale mondiale de la carotte. Grâce à un système d'irrigation, des familles comme celle de Ralph ont transformé ce désert en grenier à blé. Premier arrivé, premier servi. Le droit sur cette eau est un droit historique pour les habitants de la vallée et ceux de Californie. Ils ont des droits sur l'eau. Premiers arrivés, premiers servis, un principe inaliénable. C'est ainsi que depuis plus d'un siècle, les fermiers de l'Ouest américain conservent un droit sur l'eau du Colorado. Un droit qu'ils estiment légitime. Pourquoi vous teniez à nous emmener ici ? Je voulais vous montrer à quoi ressemblait la vallée impériale avant l'arrivée des pionniers. Il y avait des dunes de sable et de terre sauvage qui ne pouvaient pas être exploitées. Ils ont préparé le terrain pour pouvoir acheminer l'eau du Colorado. Le Colorado, pour nous, c'est la vie. Certes, l'eau représente toujours la vie, mais ici, c'est notre unique ligne de vie. C'est notre seule chance de vivre. Vous voulez dire que c'est comme votre sang ? Oui, c'est le sang de la vallée impériale. Depuis, la région s'est développée et enrichie autour de l'activité agricole. Un secteur qui, malgré la chute d'un tiers du débit du Colorado, continue de consommer l'eau sans compter. Là, nous avons le canal américain qui approvisionne en eau la vallée impériale. La majorité de cette eau est utilisée pour l'agriculture. Il y a 10 fois plus d'eau utilisée ici que pour toute la ville de Las Vegas. Il y a 174 000 habitants qui profitent ici des eaux du Colorado, alors qu'ils sont plus de 2 200 000 à Las Vegas. 10 fois plus, c'est considérable pour une communauté comme la vôtre. Oui, mais c'est nécessaire pour produire les légumes que consomment tous les Américains. Nous devons utiliser l'eau, sinon nous la perdons. On ne peut pas l'économiser, la stocker comme de l'argent à la banque pour s'en servir plus tard.
Quand il nous reste de l'eau et que certains, après nous, veulent l'utiliser, ils le peuvent, à condition de nous prouver qu'ils en ont vraiment besoin. À chaque fois qu'ils sont attaqués pour leur utilisation excessive de l'eau du Colorado, les fermiers rappellent que sans leur contribution, l'Amérique devrait apporter tous ses fruits et légumes. Selon Ralph, les productions locales sont essentielles pour la vie de dizaines de millions d'Américains. Le fermier a réponse à tout, même quand on évoque le mince filet d'eau qui coule au Mexique. Il nous entraîne dans l'un de ses champs pour nous présenter l'un de ses ouvriers. Il est mexicain. La frontière est située à seulement quelques kilomètres d'ici. Cet homme est prêtre au Mexique. Il vient travailler ici, car chez lui, il ne gagne pas assez avec son salaire. Ça lui plaît de travailler avec ce tracteur, car ici, il dispose de la climatisation. Dans la vallée impériale, il fait très chaud. Ici, vous n'avez pas le même travail qu'au Mexique. Ah non, au Mexique, il n'y a pas de travail. Ici, il y en a beaucoup. Au Mexique, il n'y a rien. Ici, tu gagnes 2 fois plus. En fait, en traversant la frontière, il gagne 80 € par jour, soit 5 fois plus qu'au Mexique. Lors des récoltes, ce sont plusieurs milliers d'ouvriers mexicains comme lui qui viennent prêter main forte aux fermiers locaux. Ralph Stamm nous montre ainsi que le Mexique profite aussi des eaux du Colorado. Des eaux qui, en devenant plus rares, vont également rapporter plus à la vallée impériale. Avec les changements climatiques, vous le savez, il y aura moins d'eau. Ça ne vous inquiète pas? Si l'eau diminue dans le Colorado, alors nous allons assister à une augmentation du prix de nos productions. On verra donc s'envoler le prix de nos produits. On va gagner plus d'argent. Gagnant sur tous les tableaux. Les fermiers de l'Imperial Valley vendent déjà leur surplus d'eau à des grandes villes comme Los Angeles, San Diego ou même encore Las Vegas. Des mégalopoles qui voient bien que la ressource en eau n'est déjà plus suffisante pour leur population. Un jour ou l'autre, les autorités des 7 États de l'Ouest américain devront renégocier le partage des eaux du Colorado de manière plus équitable. Si elles ne réagissent pas, les tensions déjà visibles pourraient bien se transformer en confrontations plus violentes. Avec le bouleversement du climat sur les rives du Colorado, c'est l'avenir, ni plus ni moins, de l'Ouest américain qui est en jeu.